Et bonjour Twitch, bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour ce live. Donc le stream numéro 2 d'Achik, qui cette fois-ci est consacré à TikTok, après un premier volet technique. On va commencer par faire un petit test du son. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que vous pouvez confirmer dans le chat que vous nous entendez bien? Allô, 1, 2, 1, 2. Ah, Est-ce que le volume est on bon? commencerait pas avec un petit aléa du direct? Non, c'est bon. Non, c'est bon, parfait. Donc si vous m'entendez normalement, vous entendez Valentin aussi. Valentin, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Ok, parfait. Et Tout fonctionne. Jean-Christophe, Bon, ça a l'air parfait. Jean-Christophe, bonjour aussi. Bonjour Steve et bonjour Valentin. Voilà pour le test son. Bon, Donc tout va bien. On est là, on est presque tous là. En fait, il manque quand même Yann qui va nous rejoindre d'ici peu. Yann, donc de Yann tout court. On aura l'occasion de faire les présentations un petit peu plus largement tout à l'heure. Donc on va commencer par rappeler les fondamentaux d'abord, qui on est. Donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par nous, Hachik, donc spécialiste des conversations en ligne, qui hébergeons ce stream pour l'occasion. Spécialiste des conversations en ligne un peu sous toutes leurs formes, hein, avec effectivement 4 niveaux d'expertise autour des communautés et des conversations, des métiers que sont la modération de contenu, le community management, la veille et l'analyse, ainsi que le conseil. Voilà, nos métiers sont vraiment axés autour des conversations en ligne, que ce soit pour l'écoute, l'analyse ou le traitement des conversations. Donc évidemment, on prête une attention toute particulière à tous ces contenus, tous ces échanges qui transitent par les différentes plateformes d'Internet, donc Facebook bien évidemment, Twitter, YouTube, les commentaires sous les sites de presse, les forums et bien évidemment tous les nouveaux réseaux sociaux tels que TikTok, et TikTok qui justement a de plus en plus de commentaires sous ces vidéos. Donc ça devient un terrain de jeu vraiment très intéressant et une base conversationnelle particulièrement riche. Donc aujourd'hui pour en parler, on a Yann qui est créateur de contenu et qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc on garde un petit peu le suspense pour le présenter. Et on a Jean-Christophe de VisiBrain, Jean-Christophe Gathuin qui nous a rejoint. Donc Jean-Christophe, rebonjour. Bonjour. Moi, Jean-Christophe Gathuin, je suis cofondateur de VisiBrain et je vais du coup vous présenter VisiBrain en deux mots, hein. Et je vais, comme ça, on va tester le partage d'écran en même temps. C'est parti. Euh, c'est bon, tout le monde voit bien le slide, super. Donc VisiBrain, c'est une plateforme de veille du web et des réseaux sociaux. Très concrètement, en fait, hein, c'est un logiciel qui va capter toutes les conversations publiques sur la presse en ligne, les blogs, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et très bientôt TikTok. Le sujet du jour, il y a énormément comme tu le disais, de conversations publiques sur TikTok. Et on synthétise tout ça dans une plateforme qui permet aux marques, principalement aux directions de la communication, deux grandes catégories d'usage. La première, c'est vraiment de veiller à la réputation de leur marque de manière quotidienne et en particulier quand il y a des événements notables, une sortie produit, une annonce, une actualité ou une crise, un bad buzz. Et la deuxième grande catégorie d'usage, ça va être tout simplement de les aider à y voir clair dans leur univers digital, mieux comprendre qui sont les influenceurs qui gravitent autour de leur thématique, euh, mieux comprendre quelles sont les tendances, quels sont les sujets du moment, mieux comprendre comment leurs concurrents s'expriment sur ces sujets. Et sans rentrer trop dans le détail, mais pour vous donner un peu une illustration de à quoi ça sert, et peut-être qu'après on aura l'occasion de montrer deux, trois captures d'écran. Mais l'idée d'un logiciel de veille comme VisiBrain, ça va être d'une part d'anticiper, de l'autre de comprendre. Donc ça va être vous, quand vous allez sur les réseaux sociaux et TikTok en particulier, vous avez une vision plutôt chronologique des choses. Un logiciel, ça va tout simplement de permettre d'avoir ça à l'échelle, c'est-à-dire sur des mots-clés ou sur des listes de personnes, de capter de l'ensemble des contenus et d'avoir plutôt une vision hiérarchisée des choses. Donc de voir de suite quels sont les posts sont les plus importants, qui ont généré le plus d'engagement, quels sont les influenceurs qui ont plus d'engagement ou qui ont plus d'audience sur un sujet donné.
Ça va être la possibilité de mettre en place des alertes. Donc ça, évidemment, en veille, veille réputation, très important de pouvoir régler des alertes. Par exemple, si on parle de TikTok, d'être alerté dès qu'il y a un influenceur, par exemple, qui a plus de 2000 followers qui cite la marque dans un TikTok. On va pouvoir refiltrer tout ça. On va pouvoir aussi avoir des indicateurs agrégés pour à la fois comprendre la sémantique et comprendre la démographie. Donc encore une fois sur sa propre marque ou sur 10 sujets donnés. On va pouvoir comparer tout ça, le tout dans une interface très claire et très simple d'utilisation et très réactive. C'est une de nos fiertés à VisiBrain d'avoir un logiciel qui est vraiment très réactif. Donc dès qu'il y a des problématiques de temps réel, VisiBrain va être très apprécié là-dessus. Et enfin, je le précise, on est avant tout un outil, avant tout un logiciel, mais on fournit également tout un accompagnement, bah, tout simplement pour former nos clients à l'utilisation de ce logiciel et aux bonnes pratiques de veille. Donc pour les aider, par exemple, sur un nouveau réseau comme TikTok, leur dire bah, ça pourrait être intéressant que vous veilliez votre marque, mais également peut-être tel ou tel hashtag pour comprendre tel univers. Et donc, bah, écoutez ce qui se passe sur TikTok avant de vous, en tant que marque, prendre la parole. Oui, effectivement, et on peut confirmer, nous, chez Hatchick, forcément, hein, pour la réactivité de VisiBrain, bien sûr, avec cette granularité à la minute aussi, qui permet de suivre des sujets très sensibles, ou avec une forte explosivité, en tout cas, très très rapidement. J'ai vu un petit commentaire dans le chat comme quoi mon volume était un petit peu bas. Si je le touche maintenant, effectivement, dans Discord, ça risque d'être compliqué. Ce que je vais faire, c'est simplement que je vais essayer de parler un petit peu plus fort, vu que, a priori, de mon côté, sur la table de mixage, on est déjà à fond. Donc, je vais simplement essayer de parler plus On fort. va faire les tests en live. Est-ce que ça va comme ça? Voilà, on va faire les tests maintenant, comme ça. Ok, parfait. Bon, bah, je continue comme ça. S'il faut que je parle un petit peu plus fort, n'hésitez pas à me dire. J'ai encore un petit peu de réserve. Justement, pour rester sur VisiBrain un petit peu et sur le rapport à TikTok, est-ce que vous avez eu, Jean-Christophe, des demandes qui émanaient de vos clients eux-mêmes, justement sur TikTok? Est-ce qu'il y a une appétence déjà ou est-ce que c'est venu totalement de vous, cet intérêt pour la plateforme? Tout à fait. Alors c'est intéressant parce que j'ai envie de dire c'est un peu des deux. Nous, il y a déjà eu un intérêt nous à voilà donc l'équipe de VisiBrain. Nous, ce qui nous a intéressé avec TikTok et bon c'est vraiment arrivé fin 2019, début 2020. Fin 2019, il y a eu je sais pas si vous vous souvenez peut-être un premier palier de viralité avec le Bim Bam Boom de la youtubeuse du Feed Cats qui avait fait un peu parler de TikTok et qui avait, on va dire, montré une premier aspect de TikTok de cette viralité des vidéos TikTok qui va pouvoir s'étendre à d'autres plateformes, Oui, donc YouTube, Twitter, Instagram principalement. Et après, effectivement, en 2020, ben, on a vraiment vu une accélération de ça. Ce qui nous a intéressé, c'était justement de voir de plus en plus des vidéos brandées TikTok hein, avec le petit logo en bas à droite qui se retrouvait sur les autres réseaux sociaux. Et du coup, nous, ben, comme on l'a dit, on est un peu des experts de tout ce qui est veille de la viralité des réseaux sociaux. Et donc, c'est un peu ça qui nous a titillé et qui nous a décidé de nous intéresser à TikTok. Mais je vais peut-être te laisser présenter Yann qui vient d'arriver. magnifique transition, merci. Et salut Yann. Euh, Salut. Eh ben, on t'entend parfaitement. Bon, on avait fait les tests tout à l'heure, donc tout va bien. C'est bien, on spoil un petit peu les coulisses aussi. Mais bah écoute, bon retour parmi nous. Tu avais eu un petit impondérable qui a fait qu'effectivement on a commencé le live sans toi. C'est Comment ça, ça va? un impondérable de 8 ans. Ben, ça va bien, écoute. C'est le Est-ce- rush en ce moment au travail, mais ça va bien. Ouais, ok. Est-ce que cet impondérable de 8 ans, justement, regarde TikTok de temps en temps? Ah non, elle ne le regarde pas parce qu'elle n'a pas l'âge, elle n'aura pas de smartphone avant un long moment, enfin si j'arrive à résister. Et puis elle apparaît surtout pas et il y a aucune, voilà, il y a aucunement question qu'elle y apparaisse un jour, bien sûr. Ok, bon, effectivement, 8 ans pour commencer à pratiquer, C'est jeune. c'est un petit peu jeune. Bah écoute, je vais te laisser te présenter. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, Yann, tu es à la fois prof d'histoire et TikToker, Oui, voilà, mais j'enseigne l'histoire dans un lycée à l'ouest de Toulouse. J'habite dans le Gers, un département que tu connais bien, Steve. un petit peu.
Et donc voilà, je me suis lancé sur la plateforme TikTok il y a un peu plus d'un an. Bon, je répondrai peut-être à des questions un peu plus précises tout à l'heure, mais initialement vraiment plus par curiosité, puis en ayant vraiment une image très négative de la plateforme, jusqu'à ce que, sans comprendre vraiment pourquoi, certaines de mes premières vidéos marchent et que j'en vienne à me dire qu'il y avait peut-être un potentiel et que je pouvais utiliser cette plateforme un petit peu différemment de ce que la majeure partie des créateurs en font. Parce qu'en fait, de ton côté, c'est vrai que tu avais déjà cherché à faire passer, enfin pas des messages, mais à chercher d'autres terrains pour la pédagogie. Tu avais essayé de faire d'autres types de vidéos, par exemple sur YouTube notamment. Et finalement, c'est TikTok qui s'est imposé comme la plateforme principale, c'est ça Alors peut-être un peu par, par flemme, mais YouTube c'est excessivement chronophage quand Ouais. même, hein. Et si on veut un rendu qualitatif, ça demande aussi de l'investissement, ça demande de recourir à des monteurs professionnels, enfin c'est beaucoup de temps. C'est vrai que sur TikTok, l'avantage c'est qu'on peut faire du contenu parfois très travaillé, très écrit. On en parlait tout à l'heure, comme la vidéo sur la transidentité qui m'a bien pris, et même si elle est très courte, 5-6 heures en termes de documentation, d'écriture, de montage, etc. Mais quand on a un propos aussi à faire passer de manière un peu plus urgente, ou quand on veut transmettre un message ou réagir à chaud à une actualité, en tout cas essayer de donner du sens par exemple à une actualité, on peut le faire en fait, et ce de manière très rapide. Parce que les utilisateurs de TikTok sont habitués à avoir du contenu de qualité moyenne, voire même parfois faible. D'ailleurs, la plupart des vidéos qui marchent très bien, c'est souvent des vidéos qui ne sont pas forcément très bien filmées, pas forcément avec un très bon son. Et même sur mon propre compte, hein, les vidéos qui marchent le mieux, bien souvent, c'est pas celles sur lesquelles je passe le plus de temps. Donc c'est un avantage, c'est une plateforme qui permet une certaine plasticité et une réactivité assez importante. Et qui a un algorithme qui joue beaucoup aussi sur le succès de certaines vidéos ou au contraire sur l'aspect un petit peu décevant peut-être de certaines créations où on y met beaucoup d'énergie et finalement on passe un petit peu à côté, non Alors c'est-à-dire que l'algorithme de ce que j'en perçois et de ce que j'en ai compris maintenant, parce que j'utilise quand même beaucoup la plateforme, il a beaucoup changé entre le moment où je suis arrivé sur la plateforme et aujourd'hui. Il y a un an, c'est un algorithme qui reposait essentiellement sur les réactions. Donc, pour faire simple, plus ceux qui regardaient la vidéo trouvaient le contenu qualitatif, plus ils réagissaient, plus la vidéo était portée. Donc, le pourcentage de likes, de partages, de commentaires était vraiment pris en compte par l'algorithme. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, et pour en avoir parlé avec des gens de chez TikTok, puisque je suis en relation régulière avec eux, je fais un live officiel pour TikTok tout à l'heure à 18h. Aujourd'hui, l'élément qui est principalement pris en compte par l'algorithme, qui est d'ailleurs maintenant visible par les créateurs dans les statistiques des vidéos, c'est le pourcentage moyen de visionnage de la vidéo. Voilà. Ok. Donc, indépendamment de la qualité du contenu, c'est-à-dire que souvent, les gens, ils vont regarder une vidéo. Si ça leur parle pas, si le type de contenu qu'ils voient s'afficher leur parle pas, ils vont la scroller, ce qui est normal. Mais après, ceux qui vont faire l'effort de la regarder, parfois, il y a des vidéos qui appellent vraiment beaucoup de réactions très positives, de likes, de commentaires, etc. et qui sont invisibilisées malgré tout. Ok, bah effectivement, on a beaucoup d'exemples de vidéos à montrer aujourd'hui. Alors on peut commencer par ça. Enfin, évidemment, on va regarder quelques-unes de tes vidéos. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, TikTok, au début, on était vraiment sur une application de danse, de chorégraphie, de vidéos très courtes, très fun, mais qui était finalement du partage pour adolescents. Et qu'en fait, ces adolescents ont aussi eu envie d'une consistance différente. Socialement, bien sûr, mais même en termes de politique. Enfin, il y a le mouvement des alt TikTok, notamment, qui a émergé. Les alt TikTok, c'est effectivement des adolescents et un peu plus des jeunes, on va dire forcément, on est sur TikTok, hein, mais des jeunes qui ont pris des positions politiques assez radicales, plutôt à gauche, hein, gauche voire ultra gauche, et qui notamment ont réussi à s'aborder totalement un meeting de Donald Trump l'année dernière, c'était l'été dernier, où ils ont fait une action coordonnée pour s'inscrire pour un meeting de Donald Trump dans un stade. Et donc ils ont réservé de manière factice les 2 tiers du stade, ce qui fait que quand Donald Trump est arrivé, personne ne s'est présenté et le stade était vide. Et ça, c'est une action qui a entièrement pris naissance, qui s'est enracinée, qui s'est coordonnée via TikTok, ce qui est quand même assez incroyable. Et avant ça, on avait des chants de gilets jaunes qui circulaient sur TikTok aussi. Donc c'était il y a 3 ans déjà, mais on avait quand même les prémices d'une mobilisation différente, d'une mobilisation par les chants, quelque chose
qui est quand même assez particulier. Alors justement, on voulait vous montrer quelque chose par rapport à ça. Si j'arrive à naviguer parmi tous les écrans qu'on peut avoir, hop, voilà, on a ici un petit exemple de ce qui peut se faire d'une vidéo qui est très virale. Alors là, on n'a pas le son, on a mis quelques commentaires. Le son, c'est très facile, c'est We Will Rock You de Queen, donc ça permet de tester la synchronisation entre l'image et le son, c'est pas mal. Voilà, une fois qu'on l'a fait une fois, a priori, tout est compris. Cette vidéo a cartonné, elle continue à cartonner, en fait. On a les commentaires qui défilent là, mais bon, c'est juste un gif ici, mais on a des commentaires qui arrivent encore tous les jours sur cette vidéo qui date quand même du 29 avril. Et c'est évidemment pour s'opposer aux tests sur les animaux et parler de la cause animale, donc arrêter les tests sur les animaux. C'est une vidéo qui a cartonné parce qu'elle est à la fois mignonne, elle est originale, il y a la musique qui est derrière, et puis il y a peut-être un sujet qui parle plus spécifiquement aussi sur TikTok, la cause animale, ça fait partie des sujets du moment aussi pour une génération. Alors Yann, justement, je te pose la question aussi. Est-ce que tu as remarqué s'il y avait des sujets qui étaient plus engageants que d'autres quand tu les abordais en vidéo? Eh ben, très sincèrement, alors oui, les sujets de société, on va dire, certains sujets de société. Alors, moi, par rapport au sujet que je traite, ce qui engage pas mal, c'est tout ce qui est anecdote, mais parfois un peu gore, un peu. Ouais, ça marche pas mal. Ouais. Après, du coup, tout ce qui peut être plus ou moins lié avec des thématiques de société, mais qui sont des thématiques au cœur de débats, on va dire, très vifs. Et après, ce que j'ai remarqué, par contre, aussi et surtout, et peut-être que ça pourra donner des clés pour ceux qui éventuellement, enfin ceux qui regardent le live, euh, il y a une vraie différence d'engagement en fonction de la manière dont moi-même je vais me présenter, entre guillemets, ou en fonction de l'énergie que je vais mettre dans mes vidéos. Et mine de rien, plus c'est écrit, moins bien ça marche. Ok. Mes vidéos qui marchent le mieux, j'ai constaté ça récemment, c'est celles en fait, voilà, j'ai une trame dans ma tête, je prends mon téléphone, je balance ce que j'ai à balancer assez rapidement, je fais un montage rapide, mais plus le ton est naturel en fait, plus c'est spontané et mieux ça marche. La vidéo sur Robespierre, elle m'a pris, je l'ai fait en 5 minutes montre en main, et bon, voilà, par exemple, bien plus cartonné que d'autres vidéos beaucoup plus travaillées. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, et c'est vraiment presque systématique. Ça veut dire que dans la création, ça joue aussi. Au final, tu favorises peut-être des idées de dernière minute plutôt que des scénarios un Eh peu ben non, élaborés. j'arrive pas, je suis trop perfectionniste, donc je continue à privilégier les vidéos bossées, travaillées, tout en sachant que c'est celle qui marche le moins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, en même temps, ça va pas mal. D'ailleurs, ça nous a donné du fil à retordre, hein, parce qu'à chaque fois qu'on te présentait, il fallait figer quand même un visuel, tu vois, pour préparer l'événement. Donc, Ah, Yann Bouvier, donc Yann Toucourt, TikToker aux 260 000 abonnés. Ah bah non, c'est 280 000. Ah bah non, il a dépassé les 300 000. T'en étais à 328 000 ce matin quand même, donc t'as gagné peut-être 60 000 abonnés en 2-3 semaines. ouais. Donc oui, ça va. Honnêtement, ça se passe pas mal en ce moment, ça va. En ce moment, ça fonctionne bien, mais parce que j'ai un rythme. Alors, c'est d'ailleurs pas forcément lié au rythme, parce que en janvier-février, j'avais un rythme de création beaucoup plus élevé. Mais je pense que j'arrive à davantage sentir ce qui peut marcher ou pas marcher, en fait. Donc, quand j'ai une idée, j'arrive tout de suite à. Franchement, je me trompe maintenant assez rarement. Quand je poste une vidéo, voilà, parfois, il y en a certaines, je sais que ça va pas bien marcher, mais celles dont je me dis que ça va marcher, ça fonctionne. Donc, j'ai l'impression de sentir un peu mieux ce qui peut fonctionner, la manière dont ça peut fonctionner. Ok, bah justement, le mieux c'est peut-être qu'on voit ça ensemble. C'est le moment de regarder une de tes vidéos, ce sera peut-être plus parlant. Alors, de votre côté, vous n'aurez pas le son pour ceux qui sont à l'écran. En revanche, normalement, pour toutes les personnes qui suivent le live, vous aurez le son sans aucun problème. Alors, sur laquelle on se penche? Est-ce que tu parlais de Robespierre par exemple? On peut peut-être revenir à celle de Robespierre. Si tu veux.
Si tu veux, qui d'ailleurs met en avant une des fonctionnalités de TikTok, qui est justement le duo ou le collage, et qui permet donc de réagir à d'autres vidéos. D'ailleurs, ça fonctionne assez bien. Ça permet aussi de créer des chaînes de vidéos, et donc du coup, les utilisateurs vont remonter d'une vidéo à l'autre comme ça. C'est vrai que c'était un rebond sur une question d'une internaute, hein, c'est ça ouais. C'était un rebond sur une vidéo faite par une jeune passionnée d'histoire qui présentait je dis pseudo, mais vous allez le voir à la vidéo, une pseudo-reconstitution du visage de Robespierre. Et donc, je fais pas mal de vidéos de debunk, en fait, de fausses certitudes en histoire, et ça c'en était une. Ok, et ben c'est parti. Si vous D'ailleurs, n'avez... si je peux rebondir. J'allais dire, Steve, tu parlais tout à l'heure que l'algorithme de TikTok faisait beaucoup la viralité. Et c'est vrai, hein, c'est un peu comme sur YouTube où l'algorithme est roi, peut-être plus que sur d'autres réseaux. En tout cas, par exemple, Twitter où il y a cette possibilité de retweet qui est un peu différente, qui crée une viralité un peu différente. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus effectivement de collages, enfin, que ce soit des duos ou des réponses, qui créent une espèce de nouvel axe de viralité pour les vidéos TikTok et qui est assez intéressant. Et du coup, finalement, enfin, TikTok a finalement plein d'axes parce qu'il y a les hashtags, il y a la musique audio pareil, a un autre pont où on peut rebondir sur d'autres vidéos. Il y a l'algorithme, hein, ce que présente l'onglet For You. Et puis il y a ça, donc TikTok a une plateforme finalement vachement riche au niveau de toutes les possibilités. On en revient aux commentaires finalement, hein, toutes les possibilités d'interaction qu'il y a. Voilà. Ouais. Donc il y a l'algorithme, mais il n'y a pas que l'algorithme. Non, non, effectivement, c'est tout à fait juste. Il y a énormément de ponts et de liens en fait sociaux. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'archétype même du réseau social où on a différentes manières de socialiser. Et effectivement, ces chaînes de vidéos ressemblent beaucoup à des retweets ou des retweets sur des retweets. Depuis surtout qu'il y a des retweets avec commentaires. C'est très intéressant à détailler et on va certainement le faire juste après puisqu'effectivement il y a une vraie dimension de regain de commentaires sur TikTok qui sera très intéressante à étudier. Et alors, comme promis, revenons à une vidéo de Yann. Normalement, vous devriez avoir le son. Si vous n'entendez rien sur cette vidéo, Voilà à quoi il ressemblait selon des médecins légistes qui se sont appuyés sur son masque mortuaire. Ça, c'est faux. C'est un des fakes historiques les plus grossiers de la dernière décennie. L'écrasante majorité des historiens spécialistes de la période sont unanimes. Ce portrait-là, c'est pas Robespierre. Et je te le prouve en 3 points. D'abord, cette tête ressemble à aucun des portraits connus de Robespierre. Même pas à celui réalisé par De Sène, artiste sourd-muet considéré comme étant très réaliste. Deuxième argument, ceux qui exécutent Robespierre à l'été 1794 veulent le faire disparaître. Ils balancent son corps dans un chariot, puis dans une fosse commune, ils recouvrent son corps de chaux vives. On veut le rayer de l'histoire. La probabilité pour qu'on laisse Madame Tussaud faire un moulage de son visage à ce moment-là, elle est nulle. Dernier argument, et celui-là, il pète tout. La veille de son exécution, Robespierre se fait arrêter, il se prend un tir de pistolet dans la mâchoire. Les témoignages disent que quand on enlevait le bandage, la mâchoire du bas se détachait complètement. Sauf que quand on regarde le pseudo-moulage qui a servi à faire la reconstitution, là, la mâchoire, elle est intacte. Ça, c'est pas possible. C'est un masque mortuaire qui a été moulé sur quelqu'un d'autre que Robespierre, quelqu'un de laid pour forger le mythe d'un homme aussi laid que ses idées. Voilà à quoi il ressemblait selon... Et c'est en boucle, donc il est temps d'arrêter. Voilà, on a un bon exemple de création. Ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est le rythme. Effectivement, le rythme est très très rapide, très très concis. On sent que c'est bien resserré. Pour avoir fait de la radio, on sait que quand on coupe un petit peu trop les temps, les respirations, et pour faire du Twitch maintenant où il n'y a absolument aucun montage puisque c'est du live, on voit qu'effectivement ça accélère pas mal. Ça doit te prendre du temps en montage, effectivement, de couper toutes les respirations, non ? Alors là, en fait, parfois j'en laisse, hein, on va être clair, mais c'est surtout que il y a cette limite de la minute. Alors maintenant, TikTok permet de téléverser des vidéos jusqu'à 3 minutes, mais j'essaie de rester moi sur le format inférieur à 1 minute, parce que je me persuade que ça marche mieux. Et donc là, c'est surtout que j'avais beaucoup de choses à dire et que je voyais bien au montage que ça dépassait la minute. Donc j'ai essayé de trancher un peu dedans, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, on va être clair, je parle moins vite quand je me filme, et là, avec ma petite application de montage, j'ai fait accélérer un tout petit peu le son et l'image, et du coup c'est pour ça que j'ai rajouté les sous-titres pour que ça soit quand même plus facile à suivre. Ok, oui, non, effectivement, les sous-titres, c'est pas mal. Surtout qu'on n'a pas forcément toujours envie d'avoir le son. Enfin, là, pour le coup, c'est très personnel, hein. En tant qu'utilisateur, Ouais. moi, je trouve que le volume de TikTok est insupportablement fort et qu'en plus, les musiques sont souvent insupportables tout court. Mais ça, Et j'ai c'est remarqué que souvent moi quand je scrolle, je m'arrête sur les vidéos en fait qui justement se regardent sans que j'ai besoin d'activer le son, donc ça donne, on va être clair, un degré de viralité supplémentaire, hein, de pouvoir offrir à l'utilisateur une expérience sans son. Oui, et puis ça permet d'avoir une portabilité en plus du format supérieur. On n'a pas forcément toujours son casque avec soi. Ça permet, ouais, effectivement, de pouvoir
de pouvoir les consulter, quel que soit le contexte, donc c'est pas mal. On peut en regarder une autre simplement pour avoir une idée. Alors, on en parlait en préparant. Moi, je trouvais que c'était très intéressant, effectivement, de voir celle sur la transidentité, qui Alors, date un petit qui peu, est plus non? haut, plus haut. Non, Ah, qui non, est elle est plus plus haut? haut, elle est plus haut. Tu l'as passé, tu l'as passé. Ah oui, transgenre, voilà. Sinon, en attendant, on a une question dans le chat. Est-ce que les élèves de Yann regardent ces vidéos? Et est-ce que ça génère des Je réponds questions ou des maintenant ou remarques tu en veux d'abord particulier? passer la vidéo? Non, vas-y, tu peux répondre. Priorité Twitch, au, Twitch, c'est priorité au la chat. spontanéité, donc Ouais, ouais. Ouais. Alors, priorité au chat, priorité au direct. Oui, clairement, mes élèves savent que je suis sur TikTok. D'ailleurs, ils réclament qu'on fasse des vidéos ensemble, ce à quoi, bien sûr, je dis non. Il y aura une exception demain pour mes terminales, Ah, parce que c'est la dernière fois que je vois mes terminales. Ils s'en vont dans une autre vie, donc ils vont tous débarquer avec leurs autorisations de droit à l'image, mais on fera un truc sérieux, très sérieux, ce qui les embête un petit peu. Mais après, non, c'est un non-sujet déjà parce qu'on a un rythme de travail très soutenu en classe. Et ensuite, parce qu'en fait, je suis pas le seul enseignant sur TikTok, mais de tous les enseignants TikTokers, je dois être un de ceux qui propose le contenu le plus proche de ce qui se passe en classe. Donc je fais des vidéos pédagogiques, j'y mets de l'humour comme je mets aussi un petit peu d'humour en classe. Voilà, je fais pas de chorégraphie, voilà, je reste sur quelque chose d'assez sérieux en fait. Donc la seule chose qui les surprend, c'est qu'ils voient le bas de mon visage. ah Chose oui, qu'ils ne bah oui. voient pas en salle de classe. C'est la seule chose. Sinon, on n'en parle pas. Très franchement, on n'en parle pas. Et t'as fait en sorte que ton micro et ne tant masque qu'on pas ton y est, visage, donc ça va. Ouais. Alors que toi, on te voit pas. Non, non, moi j'ai pris l'habitude du masque, effectivement. on a une deuxième question. Quelqu'un qui a un projet de gestion de communauté dans cette formation de CL. Est-ce que la communauté chez TikTok s'agrandit de façon exponentielle? Et c'est quoi, selon toi, Yann, le meilleur moyen d'agrandir sa communauté? Est-ce que c'est plus dans la fréquence des publications, les hashtags? Est-ce que plus on en utilise, plus la vidéo sera vue? Qu'est-ce que tu en penses? Si la question, si la question elle porte sur le nombre d'abonnés, d'accord? Après, il faut savoir si les abonnés sont actifs ou pas. Mais si la question elle porte sur le nombre d'abonnés, j'ai remarqué, en analysant mon compte et ceux de certains d'ailleurs collègues TikTokers, que, que ce qui permet le mieux d'avoir plus d'abonnés, c'est tous les contenus, que ce soit les vidéos ou les lives d'ailleurs, ça marche pas mal ça, mais tous les contenus qui permettent à l'utilisateur de se dire, ok, ce compte-là, il va m'être utile à quelque chose. C'est vraiment sur le degré de l'utilité. Moi, j'ai une collègue, par exemple, Wonder Woman, donc, qui est prof de maths, qui fait, alors pas trop qui met pas trop d'humour dans ses vidéos, mais qui pour le coup fait du contenu plutôt pédagogique. Je serai en live ce soir avec elle. Et elle a posté une vidéo il y a 3 mois. Elle avait 29 000 abonnés avant la vidéo. Cette seule vidéo-là lui a apporté 120 000 abonnés. Mais quand je dis 120 000, elle les a gagnés en 3 jours. Hein. Ouais. Et en fait, c'est tout simplement une vidéo dans laquelle elle dit, c'est une vidéo de 10 secondes, elle dit tu galères en maths, ben ça tombe bien, tu es sur le compte d'une prof de maths. Je suis là pour t'aider, n'hésite pas à poser des questions, à t'abonner. C'est juste ça la vidéo. Ben, les gens la voient et les jeunes se disent ok, ça va m'être utile. Et c'est vraiment ça qui permet, je pense, le plus Sur TikTok, les gens s'abonnent vraiment s'ils pensent qu'il y a une utilité, un intérêt à s'abonner. Alors ça permet de passer la patate chaude directement à Jean-Christophe sur ce sujet-là de l'influence, justement. On voit qu'il y a d'énormes variations, mais on voit aussi qu'effectivement la portée quand même d'un compte va beaucoup jouer, comme sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce que vous, chez VisiBrain, vous pensez l'aborder différemment ou plutôt de la même manière que sur le nombre d'abonnés sur TikTok, par exemple? Oui, oui, la question de qu'est-ce qu'est l'influence, Toujours. c'est toujours un long débat. Déjà, juste pour revenir un peu avant, c'est vrai que déjà, je pense qu'il faut se rendre compte que l'audience de TikTok globale, elle a aussi explosé en très peu de temps. Enfin, il y avait déjà une audience importante avant 2020, mais nous, des estimations qu'on a faites, on est passé voilà, de 3-4 millions, je n'ai même plus les tirer je crois que c'était ce que TikTok France déclarait officiellement, peut-être qu'il y en a des infos, à plus de 10 millions d'utilisateurs actifs en France. Et c'est peut-être même encore au-dessus aujourd'hui. Après, évidemment, il n'y a que TikTok eux-mêmes qui ont les chiffres précis. Alors justement, je te coupe juste une microseconde, mais qui va en fait en durer 10. On a les chiffres de TikTok un petit peu là, qui datent d'août 2020. Effectivement, en août 2020, on était à 11 millions d'utilisateurs en France. Plus de quasiment 22% des internautes français qui utilisaient TikTok,
Donc c'est beaucoup plus aujourd'hui, hein, puisque ça a vraiment explosé dans les derniers mois, un peu comme Twitch justement, et c'était déjà le réseau numéro un en durée d'utilisation par jour en France, devant Facebook pour la première année en 2020. C'est-à-dire que le réseau sur lequel les utilisateurs passent le plus de temps en France, en moyenne, c'est TikTok. Donc c'est quand même significatif. Tout à fait. Et du coup, par rapport à la question de l'influence et de l'engagement, ce qui est assez dingue, alors il y a tout un effet parce que TikTok, avec ses algorithmes aussi, mettait une sorte de prime de fraîcheur pour les nouveaux comptes pour leur donner envie de ne pas faire une seule publication, mais plusieurs. Mais toujours est-il que ce qu'on a pu voir vraiment plus en observation, que ce soit chez des influenceurs qui étaient sur d'autres plateformes, Instagram, YouTube ou sur des comptes de marque, c'est vrai que assez facilement, en produisant un peu de contenu, ils arrivent à atteindre un très bon niveau d'engagement, sans faire n'importe quoi non plus, mais c'est vrai que on va dire l'engagement qu'on mesure, enfin nous c'est principalement le nombre de commentaires et le nombre de likes, hein, c'est de ça que je parle. On arrive assez vite à ça. Et après sinon, moi voilà, nous on a un logiciel de veille, donc on n'est pas forcément là pour donner des conseils sur qu'est-ce qui marche ou pas, mais ce qui va être intéressant avec VisiBrain par exemple, c'est de regarder sur une thématique donnée quels sont les contenus qui marchent le mieux pour qu'une marque puisse s'en inspirer tout simplement. Donc Yann a donné quelques pistes, mais ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas des... parce que déjà il y a les thématiques, hein, puis il y a des effets de mode aussi hein, sur TikTok quand même, que ce soit les bonnes musiques ou les bons hashtags, et puis quel type de contenu va marcher le mieux. Et je sais même plus quelle était ta question exactement. Ce qu'on voit aussi sur TikTok, c'est vrai que ça en quelque sorte un peu redistribué l'écart de l'influence, en partie parce que il y a plein de youtubeurs de toutes sortes hein, qui se sont mis, youtubeurs, instagrammeurs qui se sont mis sur TikTok et ils ont tous réussi à embarquer la partie de l'audience commune qu'ils avaient sur YouTube et TikTok sur leur compte TikTok. Mais c'est vrai qu'il y a certains youtubeurs qui se sont révélés sur TikTok et qui ont vraiment catalysé leur audience et sont devenus des vrais influenceurs TikTok, alors que d'autres finalement ça reste un canal parmi d'autres, mais leur plateforme principale reste YouTube et Instagram. Voilà, je sais pas si ça répond à la question que tu avais posée au début. Si, Ou ben, si, en partie, bien sûr. Mais ça nous ouvre aussi un autre champ, et on reviendra à une vidéo de Yann tout à l'heure, mais autant suivre le fil pour continuer à avoir une conversation logique. Effectivement, ça pose la question de l'interactivité, de l'interconnexion entre les différents réseaux sociaux. On sait par exemple que pour Twitch, c'est quand même très intéressant de poursuivre une conversation ou d'annoncer des événements sur Twitter. D'ailleurs, Valentin, on pourrait remettre une petite annonce directement. Mais sur LinkedIn, par exemple, on a pu annoncer ce live Twitch ici. Sur TikTok, on imagine qu'il y a des ponts énormes avec Instagram, notamment parce que beaucoup de personnes réutilisent leur TikTok pour faire des Instagram Reels depuis que c'est possible, donc depuis l'année dernière. Est-ce qu'effectivement, il y a des ponts entre YouTube et TikTok? Justement, toi, Yann, est-ce que tu utilises cette interconnexion entre différents réseaux sociaux? Est-ce que tu postes du TikTok ailleurs? Ou est-ce qu'au contraire, tu essaies de créer des contenus différemment en fonction des supports? Alors, bon, YouTube, on va être clair, hein, je poste quasiment rien dessus, seulement quand il s'agit de faire des cours en distanciel. Et là, effectivement, je fais des vidéos spécifiques pour mes élèves, mais donc très sérieuses. Alors oui, en fait, j'utilise certaines de mes vidéos TikTok sur un Instagram dédié, donc que j'ai créé à côté, qui n'est pas mon Instagram perso. Pour le coup, je répercute seulement les vidéos un peu humoristiques, un peu sketch sur ce compte Instagram-là, en Reels, comme tu dis. Ça fait du contenu. En fait, il faut savoir qu'initialement, Yann Toucourt, c'est un pseudo que j'avais développé quand j'avais imaginé me lancer dans le stand-up. D'ailleurs, c'est toujours un projet actif et en cours. Simplement, ma première date devait avoir lieu le 17 ou le 18 mars 2020 et Emmanuel Macron l'ayant appris a confiné toute la France. Donc j'ai fait quelques dates à l'automne. Pardon, on est à deux J'ai doigts fait- de recevoir des invités qui ont une promo et qui ont un agenda, c'est quand même fantastique. Mais n'hésite pas dans le chat par la suite. On n'est pas loin. Non, mais Si tu as des dates, j'ai fait quelques dates du coup à l'automne, mais voilà, du coup, c'est un compte Instagram qui avait été développé plus pour la dimension humour, mais en fait qui n'a rien à voir avec mon métier. Puis moi, j'ai un humour très différent sur scène, mais je veux dire par là que voilà. J'utilise TikTok pour un peu alimenter ce compte TikTok-là, ce compte Instagram-là, pour le faire un peu grandir. Il s'approche doucement des 10 000 abonnés. Et d'ailleurs, j'ai fait un sondage récemment, et très étonnamment, l'écrasante majorité des gens qui sont sur cet Instagram-là
ne me connaissent pas de TikTok. Voilà, ils me connaissent vraiment des vidéos que je poste sur Insta. Ça, c'est quand même un truc à avoir à l'esprit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas finalement de pont aussi évident que ça entre TikTok et Instagram. Moi, je connais Carla Valette, par exemple, une TikTokeuse en médecine qui est de Toulouse, Oui. que je connais bien. Bon, elle a pratiquement 2 millions d'abonnés sur TikTok. Elle vient à peine de passer les 100K sur Instagram. Voilà, le pont n'est pas si évident que ça, je pense, entre les plateformes. Alors, C'est justement, ouais. on peut. Oui, Jean-Christophe, ton point de vue va être intéressant sur la question. Non, mais c'est vrai que nous quand on avait regardé, on avait un peu comparé les audiences d'influenceurs sur TikTok, Instagram, YouTube, même Twitter, même si Twitter ça encore. Et c'est vrai qu'il y a quand même certains influenceurs qui vont effectivement avoir une audience sur toutes les plateformes, euh, une audience qui va être plus ou moins différente, hein. TikTok, même si nous on aime bien dire que ça change, c'est pas qu'un réseau social pour les ados. euh, la moyenne d'âge quand même augmente et de toute façon il y a une partie de l'audience, hein, qui a plus de 25 ans, hein. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus d'un tiers des utilisateurs TikTok qui ont plus de 25 ans. Oui. Mais bon, ça reste quand même effectivement, hein, beaucoup d'adolescents ou de préadolescents. Mais il y a effectivement, alors à la fois, et TikTok l'a vachement favorisé, à la fois d'une part en mettant ce fameux logo en bas pour pouvoir et en donnant la possibilité de réexporter très facilement les vidéos, avec cette logique de bah, nous on veut que les vidéos TikTok elles circulent, et ça aide tout simplement à la notoriété de TikTok, hein, donc de pouvoir facilement reposter les vidéos ailleurs sur Twitter, YouTube, Instagram. Et dans l'autre sens, même sur un profil TikTok, il y a les champs, hein, profil Instagram, profil YouTube, qui permettent à un influenceur de facilement ça. C'est assez notable parce que par exemple sur Instagram, au début sur Instagram, on pouvait même pas mettre de lien dans le profil. C'était des choses assez inenvisageables alors que TikTok proactivement dit non mais renseignez votre profil Instagram et YouTube. Ce qui n'empêche que c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent, sur certains aspects de l'influence, fonctionner assez en silo. C'est pour ça que ça va être intéressant de regarder tout, où on va avoir des influenceurs des influenceurs et des contenus, hein, les deux vont de pair, qui vont être très très spécifiques à un réseau. Et par contre d'autres types de contenus et donc d'influenceurs qui vont être un peu plus poreux. Donc ça m'étonne pas, effectivement, on voit qu'il y a des youtubeurs qui ont très peu d'audience beaucoup d'audience sur YouTube et pas peu sur TikTok. Et l'inverse, c'est vrai peut-être que c'est plus dans l'autre sens. Là, je regarde, c'est vrai qu'il y avait, dans les top profils français sur TikTok, on a par exemple Camille la danseuse. Bon, elle a plusieurs millions de followers sur TikTok en France, et elle a voilà, quelques centaines de milliers sur Instagram, donc c'est pas du tout le même poids. Donc on peut dire qu'il y a des influenceurs TikTok qui ont vraiment percé et qui ont une audience principalement sur TikTok. Oui, effectivement. En parlant de D'ailleurs, percer. Oui, non, la, pardon, vas-y. la plus- ouais. La plupart, en tout cas, de ceux que j'ai pu identifier, hein, des créateurs qui ont vraiment des très très grosses audiences partout, effectivement, sont arrivés sur TikTok après, en fait. Ils viennent d'ailleurs. Ça va être. Ah mince, comment il s'appelle C'est pas celui qui fait de la Dafit. muscu, là. C'est pas Dafit. Non, non. Ah, Thibaut InShape. Thibaut InShape. Thibaut Boinchel, InShape. qui est le deuxième TikToker français, mais voilà, qui a d'abord explosé sur YouTube, par exemple. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Et le fait d'avoir les hashtags sur TikTok permet aussi d'avoir évidemment une transition entre les différents réseaux sociaux, mais pas pour un compte là, mais plutôt en termes de mobilisation. C'est-à-dire en termes Les hashtags? Ouais, oui, les hashtags, ouais. Le fait d'avoir des hashtags dans TikTok, ça permet d'avoir une viralité. Alors là, on parle pas de l'influence. Alors, on parle pas du nombre de- très franchement, zéro. Mais vraiment, hein. Et ça m'a été confirmé par les gens de chez TikTok avec qui j'échange régulièrement. Les hashtags n'ont aucun impact. En fait, le hashtag, il a un impact simplement s'il y a quelqu'un qui a comme ça l'idée d'aller chercher, il veut vraiment, je veux voir des vidéos sur tel thème, il va taper dans le moteur de recherche hashtag machin, il va regarder. Mais ça, c'est très très rare. 99% des utilisateurs de TikTok, ils vont sur la plateforme, ils arrivent sur la page d'accueil, et c'est TikTok qui leur balance le contenu au hasard et ils scrollent. Vraiment, les hashtags, enfin moi je l'ai testé, hein, vidéo avec hashtag ou sans hashtag, ça ne change rien. Il y a même des gens souvent qui ont fait, ça a été un trend il y a quelques mois, de gens qui postaient 2 fois la même vidéo, une vidéo avec hashtag, la même exactement 5 minutes après sans hashtag, et en fait il n'y a pas de règle, quoi. Vraiment, il n'y a pas de règle.
Ok. Ça ne Je change confirme, rien, vraiment. j'avais posté quelques vidéos aussi et j'avais testé justement sans hashtag et avec hashtag. Et généralement, sans hashtag, enfin, du moins pour moi, il y avait beaucoup plus de vues. Et après, je pense que c'est juste une coïncidence, mais c'est vrai que pour le coup, je me suis dit que les hashtags n'ont pas vraiment d'impact comparé à Twitter, par exemple, où, bah, là, il y a quand même une grosse différence. Après, ce qui joue avec les hashtags, au-delà d'effectivement l'intérêt pour un créateur de contenu, c'est plutôt ce qui transite par les hashtags, justement, le message qui peut transiter, le signe de ralliement que ça peut créer, et surtout cette interconnexion entre les différents réseaux sociaux. Le fait de voir un hashtag naître sur Twitter et de le retrouver s'étendre comme ça, pas forcément auprès de personnes influentes, hein, mais justement d'une large d'un large panel justement d'utilisateurs de TikTok qui vont utiliser ce hashtag, ça peut avoir un vrai sens. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous avez constaté, Jean-Christophe, notamment. Là, moi, nous, on n'a pas encore de stats, on peut pas. Enfin, non, je saurais pas te dire, mais là, si Valentin et Yann ont constaté que vraiment en termes de viralité, si ça propulse pas la viralité, bon, enfin, je pense qu'effectivement, il y a peut-être pas de lien direct. Enfin, ça me fait marrer parce qu'il y a, je sais pas, enfin, c'est encore le cas, hein, mais pas tous, mais à un moment, il y avait quasiment tout le monde, peut-être Yann aussi tu l'as fait, mais qui mettait le hashtag for you ou pour toi, Ouais. enfin, avec cette idée que ça allait l'aider à être sur la page. Et bon, en fait, bon. Mais il se trouve que comme tout le monde le faisait, ça faisait partie d'une tendance et voilà. Par contre, non, je pense qu'effectivement, le hashtag est là plus, effectivement, en termes de marqueur d'une thématique ou d'une mobilisation qui effectivement va dépasser peut-être le réseau social TikTok. Après, sur TikTok, il y a les challenges aussi quand même qui peuvent être Ouais. vachement Oui. axés autour d'un hashtag. Et là, le fait de re-aller sur le hashtag pour voir les autres vidéos du challenge, ça peut apporter un certain trafic. Mais sinon, on en parlait tout à l'heure, les mobilisations, nous, ce qui nous avait surpris, et pas, enfin nous, et ce qui avait, je pense, surpris pas mal de gens, c'est Black Lives Matter en 2020 où finalement la mobilisation avait été ultra. Enfin, c'est un hashtag qui était né sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux, mais où la mobilisation avait été énorme sur TikTok. Et donc là, le hashtag, il a un sens un peu différent. C'est pas juste un lien vers d'autres contenus, c'est tout simplement finalement, c'est un mot-clé hein, Ouais. au sens premier du terme. C'est ça, c'est un cri de ralliement en fait. Donc ça marche C'est beaucoup ouais, voilà. sur les contenus qui sont un petit peu plus militants ou qui sont un petit peu plus engagés. Forcément, l'exemple qu'on avait dégagé, nous, c'était Vidal d'émission par exemple. Alors Black Lives Matter, évidemment, ça fonctionne beaucoup. Stop Animal Testing, qu'on a montré tout à l'heure, a beaucoup tourné aussi, forcément. On a eu beaucoup de quelque chose ou quelqu'un d'émission, plutôt quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un d'émission. Donc Vidal d'émission beaucoup parce que pour Parcoursup notamment, il y a eu énormément de contestations. Souvent, ça s'est fait autour de contenus qui étaient vraiment faits pour être drôles en même temps que le fait de manifester un engagement. Et donc, effectivement, on pouvait creuser un sujet ou creuser, en tout cas, suivre un filon comme ça de créativité en suivant Vidal d'émission. Alors là, ça fait partie des exemples qu'on a mis. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a Pôle emploi, notamment, qui s'est inspiré de ça pour justement avoir un hashtag Mission Emploi qu'ils ont popularisé et qui permettent à chacun, à tous les jeunes qui cherchent un emploi, de pouvoir postuler en quelque sorte ou se mettre en avant leurs compétences à travers un hashtag Mission Emploi. Alors par rapport à ce que tu dis, Yann, forcément, on se dit c'est peut-être un petit peu à côté ou c'est peut-être pas forcément la bonne manière de faire connaître la démarche, mais en tout cas c'est effectivement l'angle que eux ont retenu pour Ouais. s'imposer sur TikTok. Je vais du coup nuancer un peu mes propos parce que je viens de penser à quelque chose. Effectivement, le hashtag, il peut booster la viralité d'une vidéo seulement dans un cas. C'est le cas justement des tendances, des trends qui sont mis en avant sur la page d'accueil de TikTok. Donc tout en Oui. bas à gauche, il y a un petit onglet maison, là on va dessus. Et donc là, on voit une série de hashtags, de tendances qui sont mises en avant avec quelques vidéos à la une. Moi, par exemple, régulièrement, j'utilise le hashtag TikTok Academy, qui est un hashtag lancé par TikTok il y a plus d'un an pour mettre en avant le contenu pédagogique de TikTok. Et je suis pratiquement tout le temps dans les vidéos officielles de ce hashtag-là, donc ça peut booster certaines de ces vidéos-là. Et c'est vrai que quand il lance un hashtag, alors je dis surtout quand c'est du contenu sponsorisé, quand une marque par exemple va lancer euh,
va essayer de lancer une tendance sponsorisée par TikTok. On va être clair, toutes les vidéos qui vont utiliser le hashtag en question vont avoir un petit boost comme ça de viralité, en tous les cas les premiers temps. Donc là, ça peut fonctionner. Il y a même d'ailleurs des gens, justement Carla, je pense à Carla Valette, elle repère très bien ça, et sous toutes ses vidéos, elle balance des hashtags comme ça, souvent mais sans aucun rapport avec le contenu de sa vidéo. Mais je pense que ça, effectivement, ça amène un petit plus, parce que TikTok, pour faire plaisir à leurs clients, va derrière booster les vidéos qui utilisent le hashtag en question, mais sans forcément prendre en compte la cohérence entre le contenu et le hashtag. Ouais, mais ça veut dire que ça n'infirme pas du tout ta première réponse en fait. C'est que vraiment, ça dépend du contexte, ça dépend du type de mobilisation, ça dépend des intérêts de TikTok lui-même, puisque TikTok Academy, bien sûr, on est quand même sur un contenu qui est très porteur pour TikTok en tant que plateforme. Donc ça montre qu'il faut quand même bien connaître les codes de TikTok pour pouvoir se lancer et profiter à plein de toutes les possibilités, quoi. Oui, mais oui, c'est ça. Par contre, effectivement, je maintiens qu'en tous les cas, les hashtags ne permettent pas de. Enfin, ça montre qu'il y a une certaine porosité entre les réseaux, mais ils ne créent pas de pont, on va dire, concret entre les réseaux. Eh bien, merci pour ce passage qui était une très longue aparté en fait, hein, mais c'était parfait. On a pu bien creuser le sujet ensemble. Si vous avez des questions dans le chat sur justement tous ces aspects d'utilisation de hashtags, de viralité des contenus, surtout n'hésitez pas. On va revoir non pas une page de publicité, mais tout simplement une page de vidéo TikTok de Yann, comme annoncé tout à l'heure. Et donc on va pouvoir regarder cette vidéo sur la transidentité avec quelques questions que j'avais pour toi justement par rapport à ça, et peut-être qu'il y aura d'autres questions qui viendront du chat. Et là je marque un temps mais ça ne se lance pas. On trouve la trace dans presque toutes les civilisations à travers l'histoire. Et même dans la très chrétienne Europe du Moyen-Âge, comme l'a montré l'historien Clovis Maillet. L'Église vouait un culte à certaines femmes devenues hommes, environ une trentaine. Parmi elles, Sainte Eugénie. Oui, sainte, qui a vécu au IIIe siècle à Rome et qui est devenue moine sous le nom d'Eugène. Bure, tonsure, la totale. D'après la légende, Eugène est accusé de viol par une femme qui l'avait soigné. Pour prouver son innocence, il laisse apparaître ses seins, dévoilant sa féminité originelle. On retrouve carrément une représentation de cette scène de transidentité dans l'église de Vézelay, lieu de pèlerinage majeur au Moyen-Âge. Et non, on ne parle pas de travestissement. Les récits de sa vie disent qu'il était pleinement homme quand il était moine. C'est à la fin du Moyen-Âge que l'église devient très intolérante à l'égard des transitions. On arrête de représenter Eugène Eugénie comme un homme même pendant sa vie de moine. Et on criminalise le simple travestissement des femmes en hommes. C'est pour cette raison-là que Jeanne d'Arc a été condamnée au bûcher. Et c'est le début de l'intolérance occidentale radicale dont nous sortons à peine. La transidentité, c'est pas une mode. Voilà, j'ai gardé la première phrase comme on ne l'avait pas entendue. C'est une vidéo qui est intéressante, alors forcément intrinsèquement intéressante parce que le contenu l'est, félicitations bien sûr Yann, mais c'est aussi pertinent en termes de création TikTok parce que finalement elle a été vue 44 000 fois, ce qui est relativement faible. 180, non, enfin si je repars sur le visuel que tu avais tout à l'heure, je pense qu'on est plus à 100. Oui, Ouais. pardon, c'était le nombre de likes en fait qui était un petit peu différent. J'ai Ouais. mal lu, mais je m'étais concentré sur le nombre de commentaires, mais à culpa, le nombre de commentaires, Non. plus de 1100 commentaires sur cette vidéo-là. Donc, est-ce qu'il y a quand même des sujets que tu vois, non pas forcément performer en termes de nombre de vues, mais en termes d'engagement particulièrement? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus TikTok que d'autres? Alors, je dirais pas plus TikTok, parce qu'encore une fois, il y a TikTok et TikTok, il y a les vues, il y a l'algorithme. Là, tu me parles vraiment d'engagement des utilisateurs qui voient la vidéo. Donc, c'est une dimension de ce que TikTok peut être. C'est pas, tu vois, TikTok se limite pas à ça. Après, on va être clair. Toutes les vidéos euh, sur des sujets d'actualité brûlants ou sur des sujets qui font vraiment, voilà, qui portent un débat de société très marqué, font beaucoup réagir. Je cherche pas ce genre de vidéo, on va être clair, mais voilà, j'ai fait par exemple une vidéo pour expliquer les événements récents entre Israël et la Palestine dans la bande de Gaza. Celle-là, elle a beaucoup fait réagir. J'avais fait une vidéo 15 jours avant sur les harkis, elle a beaucoup fait réagir et pas forcément dans le sens que j'espérais. Là, pour le J'ai coup, fait une vidéo il y a 2 jours sur le grand oral ou sur le bac, tu vois. Le jour où je fais une vidéo de réaction, parce que Jean-Michel Blanquer vient de dire que les épreuves du bac sont maintenues, ça voilà, les gens réagissent énormément. Là, pour le coup, ces sujets-là, effectivement, Israël, Palestine, les harkis, même la transidentité, les modérateurs en général,
savent que c'est des sujets qui sont extrêmement inflammables sur les réseaux sociaux et qui ont toujours le même Et il n'y a type pas de d'engagement. modération sur TikTok, c'est un peu le problème. Alors justement, c'était ma question. Comment toi tu fais quand tu as 1100 commentaires à gérer sur ta page? Je ne les gère pas. D'accord. Voilà. Je sais qu'il y a des créateurs qui suppriment les commentaires désobligeants. Bon, déjà, l'écrasante majorité des commentaires sur mes vidéos sont généralement positifs. Quand ils sont négatifs ou un peu enflammés, ça ne me concerne pas moi, ça va concerner le sujet, parce qu'il y a quelque chose de l'identité qui va comme ça euh, toucher certains utilisateurs. Moi, voilà, je suis pas, je ne supprime rien. Parfois, je vais réagir, je vais répondre. Je réponds beaucoup, par contre, aux commentaires qui sont laissés. Je réponds pas mal. J'essaie de faire preuve de pédagogie. C'est un espace d'échange aussi. Pour moi, vraiment, l'espace commentaire, c'est une extension de la vidéo. Il y a un vrai usage pédagogique qu'on peut faire des commentaires. Mais voilà, en dehors de réponses et de précisions que je peux apporter en commentaire, je fais rien de spécial. Ok, on a bien. Enfin, je pense que TikTok a bien conscience que la modération des commentaires devient un véritable enjeu. En fait, on a quand même de plus en plus de commentaires. Ah, il y a eu, il y a eu un cas de bombing en direct. Bien joué, Valentin. Valentin, justement, il y a C'est de nouvelles. les aléas du direct. Bah oui, 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 non, mais très bien. Et puis un chat sur Internet, ça reste assez cohérent, ça va. Il y a eu un pic de Voilà, connexion. ça fait partie de la viralité aussi. Exactement. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en place justement par TikTok pour gérer les commentaires récemment. D'accord. C'est ça. Donc, on en a parlé il y a 2 semaines. Ça doit faire 2 semaines maintenant. Et effectivement, TikTok maintenant propose ou va proposer, enfin va commencer à déployer cette fonctionnalité-là qui consiste en fait à sélectionner par paquet de 100 commentaires pour soit les signaler, soit les bloquer ou les supprimer. Voilà. Oui, Fait que effectivement. ce sera beaucoup plus facile de sélectionner des commentaires, un peu 1, 2, 3, 4, hop, je supprime, ou je bloque, ou je signale, etc. Et pour les créateurs de contenu, je pense que ça va du coup permettre de faire un petit peu le ménage. Bon, après, quand on parle de 1000 commentaires, forcément, ça devient beaucoup plus intéressant, mais c'est vrai qu'à petite échelle, pour l'instant, ça reste gérable. Mais dans ton cas, Yann, je pense qu'effectivement, si jamais un jour tu sors une vidéo qui est sur un sujet de société notamment et qui peut amener les gens à réagir à ce contenu-là, ça peut être utile, effectivement. Bah, Ouais, alors après, c'est un parti pris personnel hein, de ne pas y toucher. Je pense que je conserverai ce parti pris, mais voilà. ben, c'est ta chaîne, donc effectivement sur une chaîne très personnelle comme ça se comprend. Nous, on a beaucoup de demandes de marques, bien évidemment, Oui. qui ont une réputation à gérer, qui ont un service client aussi à satisfaire, ce qui veut dire qu'au-delà de la modération des commentaires, on a aussi la réponse qui peut être apportée à ces différents éléments. Et puis on a toute l'animation, le fait de pouvoir liker aussi des commentaires tout simplement. Donc ça, Yann, on retrouve forcément une gestion de communauté telle que tu peux la pratiquer, mais on a une vraie dimension de modération pour éviter la pollution, pour éviter la diffamation, ce genre de choses, justement. Alors, c'est vrai que l'avantage, par contre, sur TikTok, enfin, je sais pas comment ça se passe hein, sur ce que vous pouvez vous modérer, mais l'avantage sur TikTok, c'est que les commentaires sont triés par nombre de likes, en fait. Donc, les gens qui vont dans l'espace commentaire, ils vont, à mon avis, ils en regardent que 10-15 grand maximum, et ils vont regarder les 10-15 les plus likés, et bien souvent, c'est pas du tout les plus polémiques, au contraire. C'est souvent les commentaires qui vont, comment dire, faire l'unanimité un petit peu. Oui, les plus consensuels en fait. Voilà. Et souvent, les plus hargneux ou violents, parfois, ils sont cachés, en fait. Moi, je les vois parce que je les ai en notification, mais je pense que 99% des gens les voient pas et les calculent pas. D'accord, donc il y a une pratique de shadow banning en fait sur TikTok. Pour la plupart des commentaires, l'application ne les met pas forcément en avant. Parmi les demandes, Jean-Christophe, justement, autour de la surveillance de ces contenus sur TikTok, que ce soit les posts ou tout ce qui est, tout ce qui est lié, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers qui ressortent pour les marques, soit que vous avez identifié, soit que les marques, que vos clients, enfin je dis les marques, mais il n'y a pas que ça, puisque vous travaillez aussi pour des institutions, par exemple, est-ce qu'il y a des angles particuliers qui ressortent?
Oui. Ça rejoint la question que tu me posais au tout début, c'est que vraiment, on a les deux, hein. Nous, nos clients, c'est vrai que par rapport à TikTok, c'est plutôt une curiosité, ou en tout cas, enfin, la demande devient de plus en plus, mais les marques, c'est vrai qu'elles se posent la question plus comment on y va, enfin, est-ce qu'il faut y aller et comment on y va. Ça, c'est ce qui ressort spontanément, et ça, c'est un premier volet de nous, notre nouveau module de veille qu'on va sortir, qui va les aider tout simplement à y voir un tout petit peu plus clair sur. Alors évidemment, elles peuvent déjà créer à titre individuel un compte TikTok et voir un peu ce qui se passe, mais avoir un outil de veille qui permet d'avoir une vision d'ensemble sur qu'est-ce que peuvent faire déjà les concurrents ou ou sur je sais pas tel hashtag, telle thématique, telle actualité, qu'est-ce qui est ressorti, quels étaient les influenceurs qui ont eu le plus d'engagement, ce genre de choses. Ça permet déjà avant de se lancer ou quand on est lancé, avoir des bonnes pratiques pour savoir comment prendre la parole. Donc, disons que spontanément, nous, nos clients, c'est plus une attitude de je comprends pas grand-chose à ce qui se passe, mais je sais qu'il se passe des choses, je veux y voir plus clair. Ça, c'est le premier point. Nous, et c'est aussi une demande client, mais c'est quelque chose qui nous a frappé quand on s'est intéressé au réseau. Ça rejoint des choses qu'on a dit sur l'aspect, la réactivité, le temps réel, la viralité. Tout ça, c'est des termes qui sont très propices au bad buzz. Il n'y a pas encore eu forcément de bad buzz iconique pour une marque sur TikTok en France, ou pas à ma connaissance. Mais on s'est rendu compte, pareil, en testant le module veille, sur certaines marques, par exemple, les contenus qui ressortent, ça va être pas forcément des choses positives, ça va être des choses euh, qui peuvent être moqueuses, par exemple. Donc je peux citer de marque, mais où il peut avoir, voilà, je me moque de telle publicité ou de telle. On a vu ça sur des marques qui enregistrent le service client et qui vont commencer des contenus un peu plus parodiques, un peu plus, voilà, un peu plus caustique là-dessus. Euh, Nous, ce qu'on se dit, et je pense que plus le réseau gagne en audience et en maturité, c'est qu'il y a un vrai enjeu à détecter des contenus, pour une marque, hein, encore une fois, des contenus à l'extérieur. Hein. Là, je ne parle pas des commentaires, c'est encore deux sujets différents. Parce que il y a le sujet de la modération de sa propre page, de ses propres contenus, où des fois les gens vont commenter pour râler, hein, sur la marque. Et après, il y a vraiment le sujet de buzz, de viralité. Il n'y a pas encore eu le cas sur une marque, mais ça nous semble important, nous, d'avoir des outils de détection, hein, comme VisiBrain, pour être alerté si tout d'un coup il y a une accélération de posts autour d'une marque, ce qui arrive très très fréquemment sur Twitter. Je pense que c'est pas impossible que demain ça arrive sur Twitter, TikTok. Alors, d'ailleurs, ça peut être aussi la même chose en positif, c'est embêtant. On a vu qu'il y avait des marques, donc plutôt des marques américaines, la marque de jus d'orange là, qui avait viralisé. Et là, du coup, une marque, c'est important également qu'elle détecte ça pour tout simplement pour surfer sur ce regain de popularité. Mais c'est vrai que la préoccupation de nos clients, ça va être plus l'aspect réputation et risque sur la réputation qu'il peut avoir si, que ce soit un employé ou une série d'employés qui se filment en train de faire des bêtises je sais pas, dans l'enseigne ou alors des utilisateurs qui tout d'un coup, il y a un buzz qui vient. C'est la magie des réseaux sociaux, mais c'est aussi le risque pour les marques de voir des choses, des mèmes. Hein, c'est vraiment je pense que le risque avec TikTok, c'est TikTok, le format, il est super impactant, super puissant. Hein, la vidéo courte avec son et disons qu'il peut avoir un danger de même un peu négatif pour une marque. Et ça, l'enjeu, c'est du coup le détecter le plus tôt possible avant que ça fasse boule de neige sur TikTok et potentiellement un contenu qui marche sur TikTok, il va être reposté ensuite ailleurs. Ouais. Oui, effectivement, il y a toujours un risque d'avoir une partie des propos isolés, par exemple, pour faire un son, pour faire un extrait de vidéo avec son, et derrière une autre image de réaction, un peu type mème, avec une moquerie derrière, ou même un OK Boomer qui a largement émergé de TikTok, justement, en tant qu'expression, puisque ça vient d'une vidéo en particulier qui avait fait naître, qui avait fait exploser cette expression. Donc, effectivement, les marques ne sont pas à l'abri de ce type de réaction. Là, on avait isolé, pour le coup, un exemple positif. Euh,
Donc évidemment, il y a les risques de réputation à gérer, ça c'est bien évident. Il y a aussi un enjeu à surveiller sa réputation, donc de manière positive. Le Creuset, par exemple, qui n'a pas encore une énorme communauté, hein, 8200 abonnés pour l'instant, mais qui a quand même 38,9 millions de vues sur ses contenus autour du hashtag Le Creuset, parce qu'il y a une folie qui s'est emparée d'une partie de l'Asie et de l'Amérique du Nord sur toutes les bonnes vieilles cocottes pour faire des petits plats mijotés ou des choses comme ça, typiquement made in France. Donc Le Creuset ou Citram font partie des marques qui circulent beaucoup. Et donc évidemment, la marque l'a appris et s'est lancée sur TikTok forcément pour créer du contenu. C'est pas aussi engageant finalement ce que fait la marque que ce que les utilisateurs, et principalement les utilisatrices d'ailleurs dans le monde, font comme contenu justement autour de cette marque-là. Donc c'est quand même assez intéressant à noter. Et puis il y a un vrai enjeu forcément à la surveillance de ces espaces et de ces contenus quand on est une marque, bien sûr, même si on ne communique pas, pour savoir justement si on a un intérêt à communiquer ou non. Et alors justement pour cette Et surveillance, Jean-Christophe, oui, pardon. ouais, non, mais pour compléter ce que tu dis, pour une marque, c'est vrai donc effectivement, évidemment, nous, ce qu'on conseille, c'est que le premier, en premier lieu, c'est effectivement de surveiller, d'écouter ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe et ne rien louper et vraiment pas être jet-lagué par rapport à ce qui peut se passer sur TikTok. Et une chose qui peut être simple à faire si, là, le Creuset, je ne connaissais pas le cas en détail, mais on parlait tout à l'heure des commentaires. Ça peut être tout simplement engagé avec une communauté qui va être déjà présente sur TikTok, sans forcément, soit en tant que marque, chercher à faire des contenus, de faire les vidéos, mais tout simplement répondre aux contenus qui existent. Ça peut être déjà un premier pas dans l'engagement avec une communauté présente. Et donc, c'est là où c'est intéressant d'identifier justement quels sont ces contenus-là. Et bon, notre président Emmanuel Macron est connu pour utiliser son compte TikTok aussi bien. Il a fait quelques vidéos, mais finalement, la plus grande activité qu'il a sur TikTok, alors là, c'est encore, là, c'est plus du newsjacking ou du TikTok jacking, mais là, c'est plus de commenter sur certaines. Donc là, il crée un peu plus la surprise, mais disons que cette pratique-là, elle peut être aussi appliquée à une marque qui peut, en comprenant bien ce qui se passe sur le réseau, tout simplement, s'engager, voilà, encore une fois, hein, les réseaux sociaux, l'idée, c'est que ça soit pas top-down, quoi. C'est d'être dans une conversation. C'est un service, effectivement, et c'est une forme d'action sur les réseaux sociaux qu'on défend très fortement chez Hatchick, que nous, on appelle la proaction sociale, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on peut appeler social selling, par exemple, sur les réseaux sociaux habituellement, mais qui est vraiment d'aller au contact des communautés sur des messages sur lesquels, justement, la marque n'est pas identifiée. C'est-à-dire, il n'y a pas le @ sur Twitter, c'est pas sur l'espace de la marque, mais on va justement faire quelque chose de l'ordre des opérations extérieures, quasiment en termes militaires, pour aller au contact, là où il y a vraiment besoin, où il pourrait y avoir un besoin d'un surplus comme ça, d'un apport de la part de la marque, surprendre pour pouvoir aller justement intéresser là où il y a un véritable besoin. Et ça, Emmanuel Macron le fait effectivement de manière très fluide et avec beaucoup de réussite dans sa gestion justement de sa présence sur TikTok. Alors justement, Jean-Christophe, tu nous mettais un petit peu en appétit sur le module TikTok de VisiBrain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors du coup, donc VisiBrain, c'est un logiciel de veille. Donc sur TikTok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, donc le fonctionnement, ça va être principalement par mots-clés. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore sorti. Donc je vous dis, ça va sortir dans quelques mois. On va pouvoir tout simplement taper des mots-clés et ensuite avoir toute la puissance d'une plateforme de veille, de la plateforme de veille VisiBrain, pour y voir clair dans ces mots-clés. Donc je vous ai préparé quelques screenshots pour que ça soit un peu plus concret. Je vais partager mon écran. Hop. Je veux bien que vous me confirmiez que vous voyez l'écran. Le voilà, c'est bon. Tu vois bien ? Ouais, c'est bon. Donc au bout, ça c'était, j'en étais resté là. Donc un outil de veille des réseaux sociaux comme VisiBrain, ça permet d'anticiper et comprendre avec toute une série de fonctionnalités. Et là, l'intérêt, c'est que toutes ces fonctionnalités, le fait d'avoir les top posts, d'avoir les alertes, d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir des indicateurs agrégés, on va l'avoir sur TikTok. Et donc c'est encore en work in progress, hein, c'est pas sorti, mais ça ressemble à ça.
Donc là, c'est typiquement sur une marque comme Nike. On a mis le mot-clé Nike, hein, tout simplement. Sur une période de temps, on va pouvoir comme ça avoir déjà quelques KPI, hein, avoir une petite idée du nombre de posts qu'il y a eu sur la marque, le nombre de vues totales, le nombre d'engagements. Et évidemment, ensuite, l'intérêt, c'est de creuser un tout petit peu dans les données et d'avoir de suite les top posts. Donc l'intérêt de VisiBrain, c'est vraiment d'avoir les posts hiérarchisés. Donc il y a plusieurs options de tri, mais là, on voit de suite ceux qui ont généré le plus de likes. Et ça, ça, on peut le. Évidemment, l'idée, ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir sous forme de rapport quotidien. Et après, évidemment, dès qu'il y a un temps fort, une actualité, ça va être d'autant plus intéressant de zoomer sur ça. Et également, voilà, une vue par influenceur. Donc encore une fois, là, c'est un petit extrait pour teaser un peu, hein, sur une marque comme Nike, faire ressortir les gens qui ont généré le plus de likes. Là, je le fais sur une marque comme Nike, mais ce qui va être intéressant, c'est évidemment de le faire sur n'importe quel mot-clé ou n'importe quel hashtag, sur une période de temps plus ou moins grande. Et ensuite, on a toutes les fonctionnalités du système de filtre VisiBrain pour, par exemple, identifier des influenceurs qui ont soit un certain nombre de followers, soit qui s'expriment dans telle ou telle langue, ou qui ont certains mots-clés dans leur biographie. Et donc, comme ça, de suite, je suis une marque, je ne sais pas trop par où commencer sur TikTok, mais j'ai une petite idée quand même de quels sont mes concurrents, quels sont les mots-clés liés à mon activité. Je vais pouvoir, avec un logiciel de veille comme ça, faire une veille sur un ensemble de mots-clés et de suite voir un peu quels sont les contenus et les utilisateurs qui ressortent. Et en fait, ça va me donner une matière intéressante pour moi, prendre les bonnes décisions ensuite dans ma stratégie de communication. Si je veux faire des contenus, peut-être que c'est ce type de contenu, je vais avoir vraiment de l'inspiration en termes de contenu. Et bon, quelque chose qui marche très bien sur les réseaux sociaux et TikTok n'échappe pas à la règle. J'ai envie de dire, c'est peut-être encore plus vrai sur TikTok, c'est de s'appuyer sur des influenceurs, hein, pour une marque, de faire des partenariats avec des influenceurs. Et du coup, en utilisant un outil de veille qui va permettre des choses un peu plus précises dans la détection, d'avoir vraiment une détection sur mesure, de faire des choses un peu plus raffinées, tout simplement d'avoir un très bon ROI avec ces campagnes influenceurs et de trouver tout simplement les bons partenaires pour se lancer. Là, je ne peux pas vous les montrer, mais il y a d'autres fonctionnalités d'analyse où on va avoir une vue d'ensemble sur la démographie qui s'exprime sur une marque ou sur un sujet, ou tout simplement sur une analyse sémantique pour avoir de suite une vue des thématiques qui ressortent le plus. Donc voilà, là c'était vraiment pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc ça sort dans quelques mois. Et encore une fois, l'intérêt c'est que nous, ça va être vraiment intéressant de voir avec nos clients un peu comment ils s'en servent. Comme je vous le disais, c'est que TikTok, ça reste assez nouveau pour les marques, ça reste une plateforme qui interroge beaucoup et on espère pouvoir que avec cette analyse de données, finalement, pouvoir apporter déjà des premières réponses à nos clients là-dessus. Et si jamais vous voulez tester ça dès que ça sort, il y a ce lien-là, visibrain.com/TikTok, où vous pouvez mettre vos coordonnées et on vous recontactera dès que cette fonctionnalité est sortie, donc dans quelques mois. Et Merci. voilà, c'était un peu l'instant pub. Non, mais tu as bien fait. On va pouvoir mettre le lien dans le chat également. C'est intéressant aussi de voir que la forme est exactement la même que celle des autres modules. Donc quand on fait de la veille avec VisiBrain, hein, ce qui est notre cas chez Hatchick, pour produire un maximum de rapports de veille à nos différents clients, on a effectivement cette interface totalement intégrée. Et donc que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, ou maintenant sur TikTok, on a effectivement la même présentation, les mêmes données, donc on y voit un petit peu plus clair. Donc merci pour cette présentation. Et Yann, justement, on parlait d'influenceurs. D'influenceurs, ça peut être bizarre comme mélange des genres, mais par curiosité, est-ce que tu as déjà été approché en tant qu'influenceur par une marque ? De très nombreuses fois. Ah ouais. J'ai toujours bien sûr refusé par éthique et puis de toute façon parce que mon statut professionnel l'interdit. Mais même si c'était autorisé, je le ferais pas. J'ai été approché par exemple par Allociné pour faire des vidéos lorsque sortent des films ou des séries plus ou moins en rapport avec l'histoire. Ouais. J'ai été approché par surtout Academia. Donc là, comment dire, moi je crois vraiment à l'éducation gratuite et voilà. Et puis quand je vois leur campagne de pub, c'est pas un prof qu'il vous faut, c'est le bon prof. Bon, voilà. Bon. Ouais. Non, j'ai été contacté par vraiment beaucoup
de marques. Il y a aussi des agences d'influence qui m'ont contacté, d'influenceurs, qui m'ont contacté pour faire du placement. Bon, ben, à chaque fois, je dis non, et puis voilà. Ok, mais donc ça montre que effectivement il y a beaucoup d'agences, beaucoup d'observateurs de TikTok qui sont à l'affût des thématiques utilisées, abordées par chacun, et puis des audiences forcément de comptes comme le tien. Bon, bah merci de ne pas avoir accepté certaines collabs. C'est... La seule que j'ai acceptée, mais c'est pas vraiment de l'influence, j'ai collaboré avec un média qui s'appelle Curieux, Oui, qui est basé à Bordeaux et qui fait des vidéos justement à visée pédagogique. Ils ont un compte TikTok à eux, donc en fait, j'ai produit 3 vidéos pour eux. Voilà, mais c'est pas d'accord. vraiment du coup de l'influence pour le coup. Ok. Eh ben, c'était très clair. On avait une question dans le chat, des exemples de marques best in class, donc de marques qui ont vraiment de marques à suivre, hein, d'exemples à suivre sur TikTok. Alors oui, il y en avait quelques-unes. Peut-être que certaines vous viennent à l'esprit à vous. En tout cas, nous, on avait isolé quelques exemples justement. Donc on a parlé du Creuset, mais c'était pas forcément dans leur manière de communiquer. C'était plus justement sur la communauté qu'ils pouvaient créer autour de ces marques-là. Nous, on a identifié quand même, alors bon, Yann Toucourt forcément, ici, mais Winamax, a une bonne communauté, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés. Ils ont quelques j'aime qui traînent, et puis surtout, ils ont beaucoup de chaînes différentes en fonction de leur compte. Donc, ils ont Winamax Sport, ils ont Winamax Poker, je crois. Ils se sont lancés quand même avec une certaine réussite, et puis ils commencent à monter en puissance. Il y a les incontournables, évidemment, Burger King, McDo, qui ont des forces de frappe incroyables avec des agences comme Buzzman, hein, pour Burger King, donc qui crée du contenu sur mesure aussi, qui va forcément performer. Après, pour des contenus un petit peu plus confidentiels ou qui s'illustrent particulièrement sur TikTok, je ne sais pas, peut-être que vous avez des exemples, vous. Ouais, moi j'en ai un. Moi, j'avais en tête, merci. On a Ah, pardon. Sephora. Bon, je prends la main. On a Sephora, mais en fait, qui met en avant l'expérience d'achat positive. Par exemple, tu vas à Sephora pour acheter un mascara et tu repars avec 1 milliard de trucs. En fait, eux, ils appellent pas à l'achat directement, mais ils mettent vraiment en avant cette expérience que tu as en allant dans le magasin. Et ils jouent beaucoup sur ça. C'est un exemple parmi d'autres. Oui, effectivement. Et non, et moi je pensais, j'avais en tête Merci Andy, qui est, je sais pas si tout le monde voit ce que c'est la marque de gel pour main. Et eux, ils sont lancés assez tôt et avec une approche intéressante, puisque c'était la stagiaire, je crois que je sais plus, il y a eu plusieurs stagiaires qui se sont succédés, mais c'était vraiment la stagiaire qui était à la tête du compte, et avec vraiment cette idée de spontanéité qu'évoquait Yann tout à l'heure. Donc avec des vidéos très spontanées, assez fraîches, qui ont réussi voilà, à donner tout simplement à incarner de manière assez authentique la marque et voilà, avec des vidéos postées régulièrement pour montrer par exemple les nouveaux produits ou ce genre de choses. Bon, bah, aujourd'hui, voilà, ils ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Je ne sais plus où ils en sont exactement, mais c'est une marque française qui a réussi à vraiment tirer son épingle du jeu sur TikTok. On a quelques marques, Ouais. pardon, quelques médias aussi qui se sont illustrés. Le lancement en grande pompe du Monde, par exemple, sur TikTok, avait fait grand bruit, notamment parce qu'il y avait une sorte de choc des cultures avec on va dire des historiques de TikTok qui avaient du mal à comprendre comment le Monde pouvait être certifié alors qu'il venait à peine d'arriver, parce que Je me c'est le souviens. Monde. Effectivement, mais ils Ah. ont proposé du contenu particulier quand même, donc c'était intéressant à suivre. Mm. Et après, concernant les marques, ce qui me vient aussi. Alors, déjà, Winamax, je pense qu'eux, ils s'étaient arrivés quand même sur des trucs sponsorisés, hein, de mémoire, hein. Je Oui, les avais vus débarquer avec du sponsoring. Après, ce qui marche aussi pas mal, et ça, c'est des gens qui ont un peu tout compris, c'est des créateurs qui ont un produit. Je pense notamment à un mec qui fait un compte avec un couteau, un espèce de couteau de boucher, là, et qui les fabrique lui-même et qui les vend lui-même. Et il fait en fait des vidéos de contenu satisfaisant. Donc avec son couteau, il coupe des trucs avec des bruits sympas et tout. Ça oui. buzz, il a 1,3 million d'abonnés. Quand on va sur sa page, en fait, le descriptif, c'est cliquer sur le lien en dessous et vous pouvez acheter mes couteaux.
Et il y a beaucoup, en fait, tout simplement, de marques qui arrivent à percer, de marques un peu comme ça, pas très connues, mais qui arrivent à percer en trouvant un concept en rapport avec leurs produits et qui vraiment le tirent jusqu'à la corde et qui, pour le coup, émergent et je pense tirent bien plus profit de la plateforme que des marques très installées, même type McDonald's, etc. Oui, parce qu'il y a cette notion dans le contenu, dans la création, de performance en fait, du fait de pouvoir partager quelque chose d'assez incroyable. Enfin, on est forcément dans une économie de l'attention, donc il y a quelque chose qui doit retenir l'attention dans les contenus qu'on produit, ça c'est certain. Mais que ce soit du chant polyphonique bulgare avec quelque chose de très traditionnel derrière, des polkas avec 3 générations de filles en Ukraine par exemple qui vont chanter, la grand-mère, la mère, la fille, ou effectivement des performances au couteau, on retrouve quand même cette notion de regarder, c'est étonnant en fait. Peut-être plus sur TikTok qu'ailleurs. Et je Alors, dirais même, je trouve, ce qui est assez génial dans l'exemple que cite Yann, c'est le côté finalement assez récurrent. Et Yann disait que bah, en fait, il faut que ça donne envie de t'abonner. C'est vrai que c'est assez unique. Et tu vas te dire, bah, en fait, si ça me fait délirer de voir un couteau couper des choses, je vais facilement m'abonner parce que bah, de temps en temps, voir une vidéo comme ça va toujours m'intéresser. Donc, je trouve ça intéressant parce que c'est même pas un coût très éphémère. Ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose qui, voilà, le concept, il peut marcher vraiment dans une idée de, bah, je suis ce compte-là et ça va popper dans mon flux. je me permets juste de prendre la parole vite fait parce que je vais devoir vous laisser parce que j'ai du coup la même personne à aller récupérer. Aucun problème, merci beaucoup Sauf Yann. s'il y avait quelque chose de particulier que tu voulais que je traite avant de Non, on peut de prendre partir dans. une question. Si vous avez une question pour Yann, c'est le moment. Tout doit disparaître. Enfin, Yann doit disparaître Ouais, c'est pour ça, le je dois coup. disparaître. Nous, on va pas tarder non plus, puisqu'effectivement, on arrive au terme de l'émission. Si vous avez, voilà, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Alors, merci à toi aussi, Aquila0406. Aquila qui, je pense, aura envie de te suivre en one-man show, c'est ce que j'avais cru lire tout à l'heure. Donc, Allez, n'hésite écoute, pas à faire avec passer des plaisir. dates. Ouais, quand ça reprendra, c'est pas tout de suite, hein. Mais merci beaucoup à tout le monde dans tous les cas. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci Yann, merci à toi. A priori, il n'y a pas de questions là-dessus, donc tu peux partir tranquillement. Merci Avec beaucoup pour ce plaisir. temps consacré et puis bon rendez-vous avec Merci. TikTok France tout à l'heure. Ouais, là, je remets ça dans 1h30. Ça marche. À très bientôt Yann. Au revoir. Salut. Ouais, merci. Merci beaucoup, Yann. Et nous, on va pouvoir continuer tranquillement entre nous et puis clore cette émission si vous n'avez pas d'autres questions. Moi, j'avais quelques éléments en tête encore. Alors, on a vu hein, les principales questions. Pourquoi choisir TikTok pour communiquer? Bah, on vient quand même d'y répondre là pour cette attention particulière pour cette viralité. Il y avait une question tout à l'heure quant au shopping, à cette option e-commerce sur TikTok, effectivement, c'est en préparation. Et TikTok cherche tout simplement à monétiser hein, ce fort engagement sur sa plateforme. Donc c'est tout à fait normal. On a vu pourquoi surveiller TikTok à côté des autres réseaux sociaux, pourquoi surveiller TikTok tout court, quel est l'intérêt, mais aussi quel est l'intérêt dans tout un écosystème du web social. Les sujets typiquement TikTok, on l'a abordé aussi. La modération de TikTok, on en a parlé, mais très rapidement. Effectivement, TikTok propose, comme tu disais, Valentin, de modérer maintenant par paquet de 100 certains commentaires, ce qui permet de gagner un petit peu en efficacité. Il faut savoir que TikTok ne livre pas son API, donc c'est compliqué pour une entreprise de modération de toute façon de disposer d'un logiciel qui permette de traiter tout ça sur une autre plateforme, sur une interface qui soit consacrée à ça. Donc on est obligé de modérer directement sur TikTok. Donc, pour l'instant, on a une contrainte technique pour ça, mais il n'empêche que ces facilités-là accordées par TikTok, justement la modération par paquet, permet quand même de pouvoir résister à une certaine charge de travail en modération pour assurer une présence Bien aussi épais. Est-ce propre que tu que peux péter? possible des pages. Bien épais. Alors, on a une Pardon, c'est moi interférence là, c'est qui ai assez eu. curieux. Non, c'est moi. Ah, d'accord. Je me suis fait carjacker, mais J'ai- non, pas du tout. Je voulais voir une vidéo TikTok. Non, c'était une vidéo TikTok avec le son trop fort. Ok. Pas de problème.
Les fameux aléas du direct. Aucune autre question dans le chat, je pense. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Jean-Christophe? On a parlé du module TikTok. On n'a pas forcément beaucoup parlé de votre guide pour les marques, justement, sur TikTok. Peut-être que tu veux en dire 2 mots. Oui, ça, c'est un guide qu'on a rédigé justement l'été dernier, qui reprend en partie des choses que j'ai dites aujourd'hui. Donc il y a vraiment 2 volets. Il y a un premier volet, juste essayer de bien comprendre ce qu'est TikTok, parce que c'est vraiment, enfin nous on pense que c'est vraiment un phénomène à part entière, hein. C'est vrai qu'il y a toute une histoire. Avant ça s'appelait Musical.ly. Ça a été très longtemps, il y a très longtemps, c'était hein, un réseau principalement pour des adolescents qui faisaient des danses dessus, mais ça a changé. Il y a vraiment, moi je pense que le point à retenir, et je pense que c'est un peu facile d'avoir, même Yann, je crois au début, qu'il avait un mauvais a priori sur TikTok. C'est assez facile d'avoir un a priori, un préjugé un peu hâtif sur TikTok, alors que le réseau et le format, hein, vraiment ce format de vidéo courte, en fait, c'est vraiment un prétexte à beaucoup de créativité. Et dans à peu près tous les domaines. Donc la danse, mais pas que. Ça peut être des couteaux qui coupent des choses, ça peut être de la cuisine, ça peut être du dessin, ça peut être des contenus pédagogiques. Il y en a énormément, que ce soit de la pédagogie. Enfin, moi, je suis tombé la semaine dernière. Il y a des tutoriaux PowerPoint et Excel Ouais, sur ouais, ouais. TikTok. Donc il y a vraiment, il y a vraiment de tout. Pareil pour les marques. Donc en tout cas, ça c'est le premier volet de ce contenu, c'est déjà d'essayer un peu de dépeindre qu'est-ce que TikTok, quelle est son audience, quels sont les contenus qu'il y a dessus. Et après, il y a un deuxième volet dans le contenu qui s'intéresse plus aux enjeux pour les marques, dont les enjeux en termes de notoriété et de réputation, à la fois sur le côté opportunité, quelles vont être les opportunités, soit en s'associant avec les bons influenceurs, soit tout simplement en prenant la parole sur le réseau. Et puis les risques, hein, et on en a parlé, c'est principalement des risques, des risques à travers une viralité de mèmes, de choses, de choses négatives qui pourraient devenir virales autour d'une marque. Et il y a quelques exemples de bonnes pratiques aussi. Donc je pense que dans le chat, il y aura le lien vers le contenu, et n'hésitez pas à le télécharger. Voilà, c'est gratuit. Oui, exactement. Vous avez le QR code qu'on vous a montré juste ici, que je vais remettre quelques secondes avant de changer de diapo. Et on va vous mettre le lien dans le chat aussi vers ce guide. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à le consulter. On a une autre question dans le chat, justement sur l'utilisation, enfin sur les meilleures pratiques pour poster, les moments auxquels publier pour maximiser la visibilité. Yann est parti, mais on en avait discuté par téléphone, et effectivement c'est quelque chose qu'on avait constaté avec certains de nos clients aussi. Sur les moments auxquels publier, il n'y a pas forcément énormément de règles d'or, c'est plus en termes de création de contenu. Quel contenu va pouvoir performer, qu'est-ce qu'on met comme type de rythme, qu'est-ce qu'on met comme type de musique. Tout ça, ça va pouvoir jouer. Les hashtags ne jouent pas forcément beaucoup. Si vous avez ce type de questions, on pourra de toute façon les passer à Yann pour répondre un petit peu plus tard dans le chat, puisque ce chat ne meurt pas non plus avec la vidéo. Donc on pourra les garder. Mais effectivement, les moments, ces horaires-là, c'est pas forcément un véritable indicateur. D'ailleurs, sur la plupart des réseaux sociaux, c'est moins un indicateur que ce qu'on peut laisser penser à longueur de guide, par exemple, pour publier. C'est plus la régularité de post qui va flatter l'algorithme que l'heure à laquelle on va poster. Et ça, c'est une règle qui peut s'appliquer aussi à l'algorithme de TikTok pour le coup. Pour simple rappel, effectivement, de tout ce qui a été dit aujourd'hui, on a vu tout l'intérêt d'un réseau qui passe du futile à l'utile. C'était aussi le cas de Snapchat, qui a beaucoup mûri cette dernière année et qui est passé d'une application seulement de fun à une application qui aujourd'hui aide à la méditation ou aide carrément à la concentration des étudiants pour réussir leurs examens. Donc on est vraiment sur un réseau qui devient adulte aussi en même temps que ses communautés. TikTok a gagné aussi avec sa créativité, a gagné en maturité et a gagné en pertinence. C'est exactement ce que tu disais là, Jean-Christophe.
cette créativité de contenu qui est permise par TikTok, c'est ça qui fait sa force et c'est ça qui fait aussi son intérêt dans les mobilisations, dans sa centralité pour certains combats sociaux, en fait, hein, certaines causes qu'on a pu passer en revue tout à l'heure. Sa pertinence aussi quand il s'agit d'être caustique sur un sujet pour critiquer soit une marque, soit une personnalité, soit un mouvement. Donc il y a une véritable guerre idéologique aussi qui se joue, mine de rien, sur TikTok. Ça, c'est quand même très très intéressant à souligner. Et ce sont tous ces aspects qui font que, évidemment, de notre côté, on suit ça de très très près, et je vais me permettre de remettre ça en grand. Mais nos 4 niveaux d'expertise chez Hachik, en tout cas, sont concernés par une plateforme comme TikTok, puisqu'il y a un véritable enjeu de modération. Yann peut avoir des vidéos commentées plus de 1000 fois, donc c'est quand même assez énorme à ce niveau-là pour encore des vidéos qui parlent d'histoire. Hein. Donc imaginons pour un média ou pour une marque ce que ça peut donner avec cette dimension SAV. Le community management derrière, notamment conversationnel, cette animation, le fait de pouvoir liker des commentaires, de pouvoir y répondre, de pouvoir alimenter ces interactions dans les commentaires avec les communautés est particulièrement prégnant et de plus en plus sur TikTok. La veille et l'analyse, on est bien d'accord, Jean-Christophe, il y a un terrain immense, il y a un champ des possibles. Dire. Oui, c'est un terrain naissant, mais c'est un terrain qui aujourd'hui est déjà très fertile et l'intérêt est vraiment à multiples facettes pour les institutions, pour les marques, pour tous les acteurs qui sont présents, qui ont une présence en ligne, soit à défendre, soit à alimenter en fait sur les réseaux sociaux. TikTok devient véritablement incontournable, ne serait-ce que pour éviter que la réputation échappe totalement au contrôle sur un espace qu'on aurait gardé hors de portée de vue. Et puis tout ça implique forcément d'avoir un conseil en présence en ligne qui va pouvoir jouer peut-être sur la capacité à intervenir ou non, sur la pertinence d'être présent, de poster ou non, de quelle manière, en répondant comment, avec quel dispositif, et puis de prévoir oui ou non un système de gestion de crise qui peut évidemment impliquer VisiBrain par exemple pour le suivi de ces phénomènes et une équipe comme celle d'Hachik pour pouvoir en rendre compte, restituer ces éléments et pouvoir suggérer des interventions en conséquence. Merci Gomar 0312, c'était effectivement très intéressant de reprendre vos questions dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez encore, c'est vraiment le dernier moment et après on va libérer tout le monde. Merci en attendant à Jean-Christophe d'avoir pris tout ce temps, celui de la préparation en amont et celui de ce rendez-vous pour être avec nous. Enfin, nous, on a adoré pouvoir en discuter avec toi. Merci à vous. Je crois qu'il y a un petit décalage. Merci Steve et Valentin pour l'invitation, c'était avec plaisir. Et puis vous pourrez retrouver de toute façon ce live sur Twitch en replay. Vous pourrez aussi le retrouver sur YouTube de manière un petit peu plus longue puisque on a encore le stream qui s'efface au bout de 15 jours sur Twitch. Mais voilà, les streams s'envolent, mais les vidéos restent sur YouTube. Vous retrouverez aussi quelques exemples sur LinkedIn. N'hésitez pas à suivre notre actualité. On a une actualité un petit peu chargée en ce moment et on a heureusement quelques bonnes nouvelles à annoncer dans les prochains temps. Donc n'hésitez pas à suivre Hachik sur LinkedIn. N'hésitez pas non plus à suivre l'actualité de VisiBrain. Merci beaucoup à toutes et à tous et au plaisir d'un nouveau rendez-vous le mois prochain. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.